Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e numéro de Model Club, votre rendez-vous du modélisme sur Motors TV. Au sommaire, pour commencer, des images embarquées tout à fait exceptionnelles prises à bord des plus gros modèles réduits volants au monde. Ensuite, nous vous ferons découvrir le char Sherman Tamiya à l'échelle du 16e sur les plages du débarquement de Normandie. Et enfin, nous irons à Alcobendas, près de Madrid en Espagne, pour suivre le championnat d'Europe 1/8e piste 2002. Dans Model Club, nous avons déjà eu l'occasion de vous présenter la célèbre rencontre de l'IMA France, l'émanation de l'International Miniature Aircraft Association américaine, qui se tient tous les ans à La Ferté-Alais. Depuis 20 ans, c'est le plus grand rassemblement européen de ces modèles réduits que l'on appelle les petits gros, du fait de leur masse souvent très supérieure à 12 kg. L'édition 2002 n'a pas manqué de nous réserver de nombreuses surprises, comme cette aile volante Orten 4, reproduction d'un projet expérimental allemand de la Seconde Guerre mondiale, ou encore ce bombardier Handley Page Victor, deux modèles venus tout droit d'Angleterre pour leur première présentation publique. Parmi les vétérans du meeting, voici le SE5A de l'équipe suisse Hartmann, la reproduction à l'échelle 1,5 d'un chasseur anglais de la Grande Guerre, construite en 1995 par Claude Masson, par ailleurs l'un des initiateurs de la rencontre. Mais plutôt que de vous présenter une nouvelle fois les avions au sol, nous avons cette fois-ci préféré d'innover en embarquant à leur bord, grâce à une caméra miniature reliée à un émetteur HF qui retransmettait les images au sol en direct. La qualité de la retransmission n'est pas toujours parfaite, mais les images sont tout de même saisissantes. Nous voici donc, comme si on y était, aux commandes d'un chasseur de 14-18. Comme ces avions étaient tout de même robustes, car conçus pour le combat, ils passaient bien évidemment la voltige, alors voilà un tonneau, d'abord vu de l'intérieur, puis le même vu du sol. Aux commandes, Andreas Luthi, double champion du monde maquette, se régale. Il ne pilote cet avion que rarement en meeting, mais apprécie la puissance du moteur JPX 320 cm3 réducté, un moteur Dual-M, qui entraîne une hélice de plus d'1 mètre de diamètre. Cela procure à cet engin de 85 kg et 4,10 m d'envergure des qualités de vol certainement très supérieures à celles du vrai. Il aura fallu plus de 4000 heures de travail pour réaliser cette maquette, construite intégralement en respectant la structure interne de l'avion réel, et qui a déjà plus de 300 vols à son actif sans incident majeur. Autre biplan, avion de voltige célèbre, le Pitts, ici réalisé à 60% de la taille du grandeur, soit 3 mètres d'envergure. Cette fois, nous avons placé la caméra vers l'arrière, ce qui nous permettra d'apprécier le pilotage de l'allemand Stefan Wurm en visualisant les débattements des gouvernes de direction et de profondeur durant quelques acrobaties assez délirantes. On commence par un passage d'eau au ras des Marguerites sur toute la longueur de la piste. On enchaîne par deux renversements successifs. Il s'agit, comme vous le constatez, d'une figure où l'avion monte à la verticale avant de basculer latéralement lorsque sa vitesse devient nulle. Voici un tonneau lent vu de l'intérieur. Et un tonneau à 8 facettes vu du sol. Une figure particulièrement spectaculaire maintenant, un cercle en tonneau à basse vitesse. Une telle figure n'est réalisable qu'avec un avion extrêmement léger et puissamment motorisé, ce qui est bien sûr le cas de ce Pitts, qui dispose d'un 200 cm3 King bicylindre boxer pour une masse de seulement 21 kg. Montée à la verticale en tonneau qui se termine au sommet par l'une des figures les plus violentes qui soit, un déclenché positif.
On enchaîne sur un passage tranche avec l'empennage horizontal qui ne doit pas être à plus de 30 cm du sol. Et enfin, pour conclure, voici le fameux torcroll toujours à très basse altitude, où vous apprécierez le travail sur les gouvernes pour maintenir l'avion rigoureusement vertical. Ça va, vous n'avez pas encore la nausée? Alors on continue. Mais cette fois, nous allons décoller à bord d'un avion beaucoup plus reposant, mais aussi beaucoup plus grand, et la caméra placée en haut de la dérive va nous permettre d'avoir une vision absolument inédite. Ce B-29 Super Fortress de 8,80 m d'envergure, que nous vous avions déjà présenté dans Model Club l'an passé, est, rappelons-le, le plus gros modèle réduit volant à l'heure actuelle dans le monde. Motorisé par 4 bicylindres 160 cm3 ZDZ à essence d'origine tchèque, il est l'œuvre du belge Bart Verkruijs, bien évidemment aidé par une bande de copains, car on ne s'attaque pas à un tel projet tout seul. Le premier vol de ce mastodonte de 209 kg en mai 98 sera en effet le couronnement heureux de 3 ans d'efforts. Vous remarquerez à quel point le vol du B-29 est coulé et tout en douceur. Il est vrai que nous avons là un modèle réduit qui fait grossièrement la taille d'un véritable avion de tourisme, il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il vole de la même manière en air calme. Si vous avez envie de venir voir évoluer ces merveilleux engins en chair et en os, prenez date. Le meeting IMA France 2003 se déroulera toujours sur l'aérodrome de La Ferté-Alais en Essonne bien sûr, le week-end des 21 et 22 juin. Mais auparavant, vous pourrez bien sûr les voir exposés à Paris lors du mondial de la maquette et du modèle réduit qui se déroulera du 13 au 21 avril comme d'habitude au parc des expositions de la Porte de Versailles. Voilà, le train est sorti, les volets sont baissés, l'atterrissage approche. Le B-29 s'aligne sur la piste et ne va pas tarder à toucher le sol en douceur. Une manière comme une autre de remettre les pieds sur terre pour notre prochain sujet qui est effectivement nettement moins aérien. Saint-Martin de Varreville dans la Manche, au lieu du débarquement de Normandie. C'est en effet ici, à Utah Beach, que la fameuse 2e DB débarqua le 1er août 1944, forte de 16 000 hommes et 4 000 véhicules, avant de progresser vers Caen puis Paris, qu'elle libérera 25 jours plus tard. Aujourd'hui, un musée commémore le souvenir glorieux de la division Leclerc et quelques reliques de la guerre sont encore visibles, dont ce char Sherman, le sujet de la maquette radiocommandée Tamiya que nous vous présentons aujourd'hui. À l'échelle 1/16e, cette reproduction du plus célèbre des chars américains est avant tout une maquette très fidèle, sur laquelle sont reproduites les moindres irrégularités de la caisse en acier coulé par exemple, ainsi que les cordons de soudure. Une multitude d'accessoires est fournie pour lui donner un peu plus de vie, comme une figurine ou des pièces de rechange à installer sur la plage arrière. Les amateurs de maquettes plastiques ne seront pas dépaysés, on retrouve là la qualité légendaire des kits statiques de Tamiya. Le char Sherman fut construit à plus de 55 000 exemplaires durant toute la guerre, dont une petite minorité équipée du canon Howitzer de 105 mm reproduit ici.
Pesant une trentaine de tonnes, il était motorisé par un moteur 9 cylindres en étoile d'avion, ce qui explique la hauteur de sa caisse, le Continental R975 de 15 litres de cylindrée développant 460 chevaux à 2400 tours minute. Il propulsait le Sherman à 38 km/h et consommait 412 litres au 100 km. La maquette, qui mesure 37 cm de long et pèse environ 3,5 kg, est elle, bien entendu, à propulsion électrique. Et les deux Mabuchi 380 délivrent une puissance suffisante pour que notre Sherman avale tous les obstacles à son échelle. A ce propos, il est bon de noter que le train de roulement suspendu et les chenilles ont fait preuve d'une fiabilité absolue durant tous nos essais malgré un terrain difficile. Mais découvrons maintenant les entrailles de la bête, beaucoup plus modernes et complexes que l'aspect extérieur ne laisse supposer. Alors le démarrage du Sherman est extrêmement facile, dans la mesure où une fois que vous avez mis l'accu sous tension à l'intérieur de la carrosserie par un petit interrupteur, eh bien il suffit d'enclencher l'interrupteur de la radiocommande et vous allez voir, au miracle, donc une fois que le char est en fonction, on le contrôle avec les deux fonctions essentielles de la radiocommande, avec les deux manches, comme une voiture normale, c'est-à-dire qu'ici vous avez d'un côté la marche arrière, la marche avant, et quand le char est en déplacement, le manche de droite contrôle évidemment la direction droite-gauche, mais quand le char est à l'arrêt, eh bien cette même commande contrôle la rotation de la tourelle, comme vous pouvez le voir ici. Mais c'est pas tout. En touchant maintenant les trims, en le mettant en particulier à droite ici à fond et en donnant un coup rapide, on fait fonctionner le canon. Le même trim complètement à gauche, avec le manche complètement à gauche, fait fonctionner la mitrailleuse. Et ainsi de suite, il y a au total 7 fonctions comme ça, qui sont le réglage de site du canon, l'allumage des phares en particulier. Comme on vous l'a dit, le char Tamiya fonctionne avec une radio 2 voies toute simple, qui est utilisée la plupart du temps sur les voitures radiocommandées. Mais comme il y a beaucoup plus de fonctions sur le char, eh bien, Tamiya a été obligé de développer une électronique spécifique qui, comme vous le voyez, remplit fort bien l'intérieur de la carrosserie du char. Alors, si on enlève l'accu de propulsion, qui est un 6 éléments tout à fait classique, qu'on retrouve aussi dans les tout-terrains électriques habituels, eh bien, on trouve en dessous le récepteur de voix, mais surtout deux gros modules électroniques qui sont ici le variateur de vitesse qui contrôle l'avance et puis la direction du char avec un différentiel sur l'avancement des chenilles, et surtout, encore plus gros, le module qui est ici au fond et qui contrôle absolument toutes les fonctions accessoires. Et troisième élément fort important, eh bien à l'arrière, tout le module de bruitage qui, comme vous avez pu le voir, est extrêmement réaliste puisque le bruit du vrai char a été enregistré à Saumur. L'unité de propulsion est donc à l'avant, il s'agit de deux groupes moto réductés. Chacun des moteurs entraîne évidemment une chenille et en faisant varier la vitesse indépendamment de chaque moteur, eh bien soit on va tout droit, soit on tourne comme sur un char réel. Alors quant à la tourelle, elle est fonctionnelle dans tous les sens, comme le vrai, c'est-à-dire que la rotation est assurée par cette couronne qui est entraînée par un petit moteur électrique qui est ici, alors que le site du canon est commandé par un petit moteur électrique qui est ici par l'intermédiaire d'une bielle et d'un ressort de rappel qui se cache à l'intérieur de la tourelle. Vous remarquerez également pas mal d'autres fils électriques qui sont tout simplement les fils qui conduisent aux ampoules qui sont placées dans les éclairages du char, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et qui s'allument eux aussi par radiocommande à distance. Grâce à un dispositif infrarouge se greffant sur la tourelle, il est même possible de simuler des combats avec d'autres chars, Tamiya proposant entre autres des tigres allemands à la même échelle qui feront des adversaires tout trouvés pour notre Sherman. Nous en reparlerons sûrement un jour dans Model Club. Merci mesdemoiselles. C'est en effet à Alcobendas, dans la banlieue industrielle nord de Madrid, que s'est déroulé le championnat d'Europe 2002 de voitures à 8ème piste thermique. 107 pilotes représentant 12 pays avaient fait le déplacement, avec bien évidemment une majorité d'Espagnols, 32 pilotes, mais on comptait aussi pas mal de Portugais, d'Italiens, d'Allemands ou de Français, sans compter quelques Suédois, Finlandais ou Slovènes. C'est par une chaleur accablante de plus de 40 degrés à l'ombre que l'élite européenne s'est donc retrouvée autour d'une piste de 320 mètres de développement, large de 4,80 m qui, en l'absence de tout dégagement, ne pardonnait pas la moindre faute. Considérés comme étant les Formule 1 de la voiture radiocommandée, les 8e pistes thermiques 4 roues motrices atteignent des vitesses de pointe de l'ordre de 120 km/h et ont des accélérations tout à fait stupéfiantes puisque le 0 à 100 se fait en 1 seconde 7.
Pour des raisons aérodynamiques, deux carrosseries inspirées de voitures grandeur sont actuellement très prisées. D'un côté la Lola VDS Can-Am des années 70 qui procure beaucoup d'appui, et de l'autre la Porsche 962 qui permet une vitesse de pointe un peu plus élevée. Mais l'important en fait c'est ce qu'il y a dans la boîte. Ce championnat d'Europe est en effet avant tout un combat sans merci entre les fabricants de châssis. Ils sont 5 à se partager le plateau, l'italien Pico, le suisse Slide, les japonais Mugen et Kyosho et surtout le hollandais Serpent qui avec 53 voitures au départ démontre une nouvelle fois sa suprématie incontestée. Rencontre avec un fabricant heureux. My name is Peter Barefoots and I'm the owner of the Serpent Company in Holland. Bonjour, mon nom est Peter Verwoods et je suis le propriétaire de la société hollandaise Serpent. Nous fabriquons des voitures de compétition radiocommandées à l'échelle 1/8e et 1/10e et la société a été créée en 1980, il y a donc 22 ans. Nous produisons des voitures à l'échelle 1/8e, à l'échelle 1/10e, mais aussi maintenant ce que l'on appelle l'échelle 1/10e 200 mm, les petites voitures à voie étroite. Notre production se situe entre 7000 et 10 000 voitures par an, cela varie un peu. A very successful brand in the past 22 years. We've won many European championships. Nous sommes une marque qui a connu beaucoup de succès durant ces 22 années et nous avons gagné de très nombreux championnats d'Europe et, si je ne me trompe pas, 6 championnats du monde dans les années passées. European Championship, we are very proud to have the pole position with our pilot. À ce championnat d'Europe, nous sommes très fiers d'avoir la pole position avec notre pilote Michael Selven qui est également notre chef designer. Et nous nous attendons à une finale très intéressante et espérons-le à une nouvelle victoire cet après-midi. Mais si les châssis et leurs réglages ont bien sûr une importance capitale et font l'objet de tous les soins dans les stands entre deux manches, il ne faut pas sous-estimer celle des pneus, qui sont en mousse et non pas en caoutchouc ici, mais également, comme dans toutes les disciplines des sports mécaniques, des moteurs soumis à rude épreuve vu la température ambiante. Et dans ce domaine, ce sont les Italiens qui excellent depuis toujours. Nova Rossi est le numéro 1 mondial dans ce domaine, voici son histoire. E ha cominciato, diciamo, nell'84 a produrre i primi motori car. La société a commencé en 1984 en fabriquant des moteurs de voitures. Elle est née avec des moteurs pour voitures de piste 3,5 cm3. Et à partir de là, nous avons commencé une longue série de victoires en compétition. Ed è stato, diciamo, il primo mondiale vinto. Nous avons gagné le premier championnat du monde de Pomona en 1987 avec BP Crusco. Ça a été le premier championnat du monde gagné par Nova Rossi avec un moteur à 3 transferts. Ensuite, nous avons eu encore beaucoup de victoires, aussi bien en championnat d'Europe ou du monde que nationaux, et ainsi de suite. Nous avons renforcé nos relations avec des constructeurs, notre société s'est agrandie, et nous sommes arrivés à avoir environ 60 personnes qui travaillent chez nous. Di motori e circa 60.000 motori. Ogni anno varia motori del... La production actuelle de moteurs est d'environ 60 000 unités par an, réparties entre les petits moteurs 2,1 cm3 pour les voitures au 1/10e, aux moteurs d'avion et d'hélicoptères, et ainsi de suite. Mais la plus grosse partie de la production est faite avec des petits moteurs et en particulier les 3,5 cm3. Attualmente stiamo lavorando sempre incrementando la nostra produzione e continuiamo a investire in macchinari nuovi. À l'heure actuelle, nous travaillons toujours à augmenter notre production et continuons à investir dans de nouvelles machines-outils. Notre parc de machines est changé tous les 3 ou 4 ans de façon à toujours avoir une qualité optimale de nos produits. De façon à ce que quelqu'un qui achète nos moteurs puisse l'acheter en magasin avec de bonnes chances de victoire, grâce à cette qualité toujours au top. Pour les semi-finales qui durent 30 minutes, nous retrouvons 6 pilotes français. Egon, Mouton, Zatla, Chaussard et Arnaldi, sans compter Adrien Bertin, notre ancien champion du monde. Mais manque de chance, ils sont mal répartis puisqu'ils sont 5 dans la série B, où l'on compte en plus d'Adrien un autre champion du monde sortant, l'italien Lamberto Collari.
Les deux pilotes Kyosho qui ont loupé la qualification directe en finale de quelques dixièmes vont facilement s'imposer avec leur toute nouvelle Fantôme, encore en cours de mise au point. Quant à l'italien Solaroli, il peut s'arracher les cheveux. Ayant décidé de ravitailler toutes les 6 minutes 30, il va tomber en panne de carburant et griller sa bougie alors qu'il était bien placé. Dans la seconde semi-finale, l'italien Domenico Calce ne termine pas son premier tour, résonateur arraché. Et finalement, Daniel Hurt termine second derrière l'italien Domanin. Il sera le second français qualifié en finale. En finale, nous retrouvons donc deux pilotes français, Hurt et Bertin, deux Allemands, Mack et Salvan, le poleman, et rien moins que 6 Italiens. Si ce n'est pas ce que l'on appelle une domination, ça. Après le tour de chauffe de cette finale, qui va se courir en 45 minutes, les voitures prennent place sur la grille de départ. Il se fait en épi comme au Mans dans l'ancien temps, Salvan est donc numéro 1, suivi de 6 Italiens, Hurt étant 8ème et Bertin 10ème et dernier qualifié. À la fin du premier tour, Salvan est en tête, suivi de très près par Yelasi et Colari, Domanin, Pico, Fantini, Hurt, Bertin, Mack et Colombini qui a loupé son départ. Dès le début de la course, c'est une lutte à couteau tiré entre les deux premiers, Salvan et Yelasi, qui ne se lâchent pas d'une semaine jusqu'au premier ravitaillement. Et comme vous pouvez le voir, ils sont encore plus rapides qu'en Formule 1. Admirez ici la parfaite synchronisation des mécanos de Daniel Hurt qui ne perdent pas une seconde au changement de pneus. Après 5 minutes de course, Salvan est toujours en tête, mais suivi de très près toujours par Yelasi, très menaçant, qui le passera un peu plus tard. Bertin remonte ensuite à la 3ème place, avant de connaître un problème moteur qui, à la 16e minute, entraîne son abandon définitif. C'est dommage, le Français avait fait une très belle remontée jusque-là. Salvan reprend alors la tête jusqu'à la 26e minute, où il sort violemment de la piste et endommage une jante et une fusée de suspension avant, ce qui nous vaudra de voir une belle panique chez ses mécanos qui n'arrivent pas à changer sa roue. Il repart en 9ème position et peut évidemment dire adieu au podium qui lui était pourtant promis, d'autant plus qu'il va continuer à connaître des problèmes avec ses roues. À la 28e minute, grâce au jeu des ravitaillements, Daniel Hurt va momentanément prendre la première place de la course, mais c'est rapidement Yelasi qui s'installe durablement en tête, prenant même jusqu'à 10 secondes d'avance sur son compatriote Pico. À la 37e minute, Yelasi va même prendre un tour au 4ème Massimo Fantini. À la 40e minute, on assiste à un nouveau coup de théâtre. Colari rentre au stand, c'est l'abandon pour lui. La fin de la course n'est alors plus qu'une formalité pour Yelasi, qui est même sur le point de doubler le second, Pico, quand le drapeau à damier est enfin agité. Inutile de vous dire que dans le clan italien, c'est l'euphorie. Après avoir été 4 fois finaliste lors des championnats d'Europe précédents, Daniele Yelasi concrétise enfin et on comprend sa joie. Eh bien, en ce moment, des paroles, j'en ai très peu qui me viennent.
Je suis très heureux, ça a été une très belle course, dure. Il a fait une chaleur caniculaire, une température très forte et ça a vraiment été très dur. Mais je n'ai pas de mots maintenant. En fait, c'est toute la semaine qui s'est bien déroulée, vraiment toute la semaine. Mais vraiment, je ne m'attendais pas. Je savais que je pouvais lutter pour la victoire, mais gagner, alors là, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir de la malchance, mais cette fois, la chance est venue de mon côté. Nous retrouvons donc Kielasi premier sur une Mégane équipée d'un moteur Nova Rossi, Pico deuxième sur une Pico à moteur Pico, et enfin troisième Fantini avec une Vector équipée d'un moteur Nova. C'est donc avec ce podium 100% italien fort sympathique que nous allons nous quitter, non sans vous rappeler le salon de la Porte de Versailles à ne manquer sous aucun prétexte du 13 au 21 avril prochain. Venez nous voir. Model Club sur Motors TV. Avec T2M, le partenaire de vos loisirs, et Tamiya, numéro 1 mondial du modèle réduit.